Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Une cargaison de 27,3 tonnes d'aide humanitaire a été envoyée aujourd'hui au Niger dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre l'Algérie et le Niger. Une aide acheminée depuis la base aérienne de Boufarik. On reviendra dans cette édition sur la situation sanitaire en Algérie avec la probabilité du recours au port obligatoire du masque. Si les chiffres ne se stabilisent pas, 189 cas confirmés de Covid-19 sans guérison et 7 décès enregistrés par les autorités sanitaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur rassure, le retard accusé suite au confinement imposé par le Covid-19 sera rattrapé et si tout va bien, l'année universitaire 2019-2020 redémarrera vers la fin août. Et puis une escale à la fin du journal à Qalat Ben Hamad à Msila. On y découvre cette cité médiévale classée par l'UNESCO, patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'une des plus importantes attractions culturelles en Algérie. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, dans le cadre du renforcement des relations fraternelles entre les peuples algériens et nigériens, une cargaison de 27,3 tonnes d'aide humanitaire a été envoyée aujourd'hui, composée de produits alimentaires divers et de produits pharmaceutiques également, offerts par le Croissant Rouge algérien. La cargaison a été acheminée à bord d'avions de transport militaire à partir de la base aérienne de Boufarik à Blida, première région militaire. À noter qu'un premier lot d'aide humanitaire a été envoyé hier vers le Niger, composé également de 23,5 tonnes de produits alimentaires. Cet élan de solidarité démontre encore une fois l'ampleur des efforts consentis par l'armée nationale populaire dans l'accompagnement des actions humanitaires en soutien aux efforts du Croissant Rouge algérien. Dans l'actualité, également la situation sanitaire en Algérie. 180 nouveaux cas sans guérison et 7 décès enregistrés par le comité scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus. Le comité qui s'était réuni hier au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. Je vous propose d'écouter le docteur Djemal Fourar. En Algérie, concernant les principaux indicateurs de 24 dernières heures, il a été enregistré 189 nouveaux cas, 100 patients guéris, 17 patients en soins intensifs et 7 décès. Dans le détail, avec les 189 nouveaux cas confirmés, le total cumulé des cas est de 6 442, répartis à travers 48 wilayas. Au cours des 24 dernières heures, 15 wilayas n'ont pas déclaré de cas, 19 wilayas ont déclaré entre 1 et 5 cas et 14 wilayas ont déclaré plus de 5 cas. Alger, Blida, Sétif, Béchar ont enregistré le plus de cas. 57% des cas sont des personnes actives âgées de 25 à 60 ans. Concernant les décès, les 7 nouveaux décès qui ont été enregistrés l'ont été 2 à Ain Defla, 1 à Oran, Béjaïa, Tébessa, Ouargla et Bouira. Le nombre cumulé de décès est de 529 et 67% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 10 753 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 158, dont 100 au cours des 24 dernières heures. Il est à noter enfin que 17 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. En conclusion, la situation épidémiologique actuelle du Covid-19 dans notre pays requiert une constante vigilance et le soutien et la collaboration de tous les citoyens. Par conséquent, nous appelons encore une fois nos concitoyens à respecter les mesures de prévention. Et comme vous le savez, le confinement sanitaire a été prolongé pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter d'aujourd'hui pour endiguer l'épidémie et au vu de la légèreté avec laquelle certains citoyens prennent les mesures du confinement, le ministre de la Santé n'exclut pas l'obligation du port de la bavette de protection si la propagation de l'épidémie du nouveau coronavirus en Algérie persiste. Amel Bouarda. L'obligation par la force de la loi du port de la bavette de protection n'est pas à écarter si l'épidémie du Covid-19 continue de progresser en Algérie. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé Abdelrahman Ben Bouzid lors de sa visite à Tipaza.
Il a souligné que cette décision revient au comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, ajoutant qu'elle est également conditionnée par la disponibilité de bavettes en quantité suffisante. Si la propagation de l'épidémie du Covid-19 persiste et qu'elle n'est pas sous contrôle, il est possible que le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie recommande aux autorités l'obligation du port du masque. Ce comité a approuvé les bavettes confectionnées par les artisans car elles suffisent à la protection du large public. Nous saluons les efforts des artisans pour la confection de ces masques. Aujourd'hui, le défi, c'est de couvrir le marché en matière de bavettes, en coordination avec de nombreux secteurs. Ainsi, dans une première étape, les artisans algériens ont les moyens de porter leur capacité de production à 500 000 bavettes par jour, pour atteindre le million dans une deuxième étape. Pour assurer la disponibilité de bavettes, les artisans apportent depuis le début de la pandémie leur contribution en confectionnant quelques 3 millions d'unités. Les besoins de l'Algérie sont estimés à près de 10 millions de bavettes par jour. Et devant cette urgence sanitaire, on est tous d'accord que la vie n'a pas de prix, mais force est de constater qu'elle a un coût. Le masque ou la bavette sanitaire, devenue indispensable, voire obligatoire dans certaines wilayas du pays, notamment dans les commerces, son prix, lui, est jugé excessif malgré sa disponibilité sur le marché. Walid Yousfi. Est devenu essentiel en ces temps de pandémie et reste le meilleur moyen pour éviter la propagation du virus. Une mesure qui n'est pas appliquée par tout le monde. Certains dénoncent la cherté des prix. Les bavettes sont certes disponibles au niveau des pharmacies, mais elles coûtent très cher. Elles devraient coûter entre 30 et 40 dinars et non 150 ou 170 dinars. Il y en a même qui atteignent 250 dinars, c'est inacceptable. Le masque est obligatoire pour se protéger et protéger autrui. Des études ont démontré qu'en portant une bavette, la probabilité de contamination est considérablement amoindrie. De leur côté, les spécialistes insistent sur l'utilisation du masque de protection, étant l'un des meilleurs moyens de prévention contre le Covid-19. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de personnes porteuses du virus, mais qui ne présentent pas de symptômes. C'est pour cela qu'il nous faut porter des masques de protection partout, au travail, en allant faire les courses ou quand on est dehors. Depuis le début de la semaine, le port du masque est obligatoire pour les propriétaires et employés des locaux commerciaux autorisés à exercer leurs activités. Et en pareille circonstance, les services de sécurité renforcent leur déploiement. À Tipaza, la gendarmerie nationale veille au respect des mesures de confinement. Tipaza, où des campagnes de sensibilisation s'intensifient pour le port obligatoire des masques. Reportage Yanis Aït Belkacem. Quelques heures après le couvre-feu et le iftar, les rues sont vides. Toute la nuit, une patrouille de la gendarmerie de Tipaza circule dans la ville. Mais avant, les premiers gestes de sécurité sont obligatoires. Ils s'assurent que le couvre-feu est respecté et que les personnes obligées de sortir ont leur autorisation. Pour le bon déroulement des opérations contre le Covid-19 sur le territoire national, nous effectuons des tournées afin de veiller au respect du couvre-feu, mais aussi relever les dépassements de certains citoyens qui seront verbalisés par la suite et verront leur véhicule saisi à la fourrière. Une autre patrouille surveille les quartiers de la commune de l'Hadjout. Les rondes sont précises avec des endroits plus tendus que d'autres. Nous profitons de l'opération pour sensibiliser les citoyens à respecter le couvre-feu. La nuit est leur domaine, ils interviennent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour que les nuits soient sécurisées et que le couvre-feu soit respecté, surtout en ces temps de crise sanitaire.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Shamseddine Chitour, a tenu hier une rencontre-débat au Centre de recherche sur l'information scientifique et technique. Plusieurs points ont été abordés, notamment la transition de l'enseignement vers l'anglais, la création des pôles d'excellence et des campus de l'intelligence. Mounan Oualhamoudi. L'année universitaire 2019-2020 redémarrera vers la fin août si tout va bien. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Enseignement supérieur en marge d'une conférence débat. On peut comprendre, effectivement, vous avez raison, que certains n'aient pas accès. Mais il faut qu'ils fassent l'effort. J'ai dit, vous aurez le contact avec votre professeur par Internet classique. Mais dans tous les cas de figure, c'est une étape. Si tout se passe bien, vers la fin août, on redémarre l'année. Et pendant près de 2 mois, on va rattraper le retard. Et ensuite, on fera les examens. Le ministre a félicité la communauté universitaire pour les efforts fournis pour faire face à la pandémie. Il a ajouté que son département ne ménagera aucun effort pour faire émerger ses compétences. S'agissant des élèves de dernière année, nous allons faire le maximum pour les aider à trouver un emploi dans le cadre des micro-entreprises, des start-up. Et là, c'est à nous de faire preuve d'imagination pour leur donner des sujets appliqués qui peuvent déboucher sur une start-up et peut-être une micro-entreprise. Pour ceux qui soutiennent leur thèse cette année, le ministre les a appelés à faire un effort personnel et résumer la thèse en anglais en 10 pages. Pourquoi 10 pages? C'est la taille d'une publication scientifique. Et nous devons valider le savoir dans des revues pour dire oui, c'est un travail de qualité. Par ailleurs, le ministre a évoqué les défis de l'université du futur qui exigent d'elle d'être à l'écoute de la demande industrielle. Et le défi actuel auquel fait face l'université algérienne imposée par la situation sanitaire, le respect des mesures de prévention contre le Covid-19 avec l'application d'un nombre considérable de décisions entreprises par le dernier Conseil des ministres. Nessima Imloul. Plusieurs décisions concernant l'enseignement supérieur ont été prises lors de la dernière réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, notamment le report de la rentrée universitaire à mi-novembre 2020 et la programmation des soutenances des mémoires et thèses de fin d'études pour les étudiants concernés durant les mois de juin et de septembre. La thèse de fin d'études est un travail continuel depuis le début de l'année. L'étudiant doit travailler en étroite collaboration avec l'encadreur. Celui-ci joue un rôle important durant toute la période de préparation, bien qu'au début, il essaie de jouer le rôle du psychologue. Une démarche responsable visant le maintien de la relation académique entre les enseignants et leurs étudiants, notamment ceux en phase de soutenance avec la mise en ligne des contenus d'enseignement en cette période de crise sanitaire. وفي ظل هذه الأزمة التي يجب أن يغتنمها الطلبة من خلال اغتنام. L'étudiant doit profiter de cette période de confinement pour une meilleure préparation à travers la visite des sites électroniques où plusieurs livres et références numérisées sont mis à sa portée. Une démarche qui fait preuve d'un engagement responsable de l'ensemble de la communauté universitaire, enseignants et étudiants, permettant la sauvegarde de l'année universitaire tout en luttant contre le risque de propagation de la pandémie. Le Moudjahed Abdeslam Bouchareb est décédé hier à l'âge de 91 ans. Le défunt est né en 1929 à Ain Oulman, wilaya de Strif. Il faisait partie de la première vague de combattants au sein de la guerre de libération nationale. Il avait rejoint très jeune les rangs de l'armée de libération nationale au sein de la wilaya 1 historique. Il a été par la suite nommé responsable politique dans la 3e région, toujours dans la wilaya 1 historique. Après l'indépendance, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, dont directeur de la communication et de l'information au niveau du ministère de la Défense nationale, puis porte-parole officielle de la même institution jusqu'à l'âge de la retraite. Suite à cette perte douloureuse, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïb Zitouni, a tenu à adresser ses sincères condoléances aux membres de la famille du Moudjahed et à ses compagnons de lutte, priant Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir dans son vaste paradis.
Commémoration du 72e anniversaire de la Nakba, une catastrophe qui a poussé en 1948 plus de 760 000 Palestiniens, aujourd'hui plus de 5 millions avec leurs descendants, à se réfugier dans des pays voisins suite à la création d'Israël sur les 3/4 de la Palestine. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré dans son discours hier soir à cette occasion que toutes les conspirations et projets de liquidation israéliens sont brisés par le peuple palestinien enraciné dans sa terre. La Chine a appelé vendredi à un renforcement de la coopération avec les États-Unis dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au moment où le président américain Donald Trump menace de couper toute relation avec Pékin. Le locataire de la Maison-Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19, plus de 300 000 morts à travers le monde, aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l'apparition du virus dans la ville de Wuhan à la fin de l'an dernier. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref avec Raouf Hamouche. Premier cas confirmé du coronavirus au sein de la population des camps des réfugiés Rohingyas, où près d'1 million de personnes vivent dans la pauvreté extrême. Les autorités sanitaires du Bangladesh redoutent depuis plusieurs mois une flambée de la maladie Covid-19 qui fait craindre un scénario cauchemar. Les agriculteurs de la région du Balochistan au Pakistan pulvérisent des pesticides pour tenter de lutter contre une invasion de criquets. Le Pakistan connaît sa pire attaque de criquets pèlerins depuis 27 ans. D'après l'ONU, les fortes pluies et les cyclones ont déclenché une multiplication sans précédent des populations de criquets qui ont déjà provoqué d'importants dégâts. Des vents puissants et de fortes vagues frappent la côte de Katbalgan, dans le centre des Philippines, alors que le typhon Vangfun frappe le pays. Au moins 200 000 personnes vivent dans des zones côtières où ce typhon fait craindre le pire en pleine pandémie de Covid-19. Un robot pour aller faire ses courses, c'est l'invention d'un habitant du sud de l'Inde pour pouvoir acheter à manger et à boire tout en gardant ses distances avec les concitoyens en période de pandémie. Et on termine notre journal avec cette escale spéciale, mois du patrimoine à Qalat Ben Mohammed à Msila. On y découvre cette cité médiévale classée par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité. C'est l'une des plus importantes attractions culturelles en Algérie. Hicham Daou est notre guide ce matin. Érigé en 1007 au nord-est de la wilaya de Msila par le prince Hamad, fils de Boulourin Ibn Ziri, fondateur d'El Jazair. Et contrairement à la citadelle d'Alger, qui fut construite pour protéger la ville, la Qala de Ben Mohammed était une ville à part entière, rehaussée au rôle de métropole à la deuxième moitié du XIe siècle. À la deuxième moitié du XIe siècle, la métropole de tout le Maghreb, c'était la Qala de Ben Mohammed. La Qala de Ben Mohammed était bordée d'une large enceinte en pierre, comportant 3 portes principales. Chaque quartier était doté d'un palais, comme le palais du lac, le palais de la mosquée et le palais du manar. D'après les historiens, le palais du manar est considéré comme étant le premier noyau urbain de la cité. Non loin de la forteresse, le musée de la Qala abrite des vestiges qui témoignent de l'ampleur culturelle de cette médina durant la période médiévale. La Qala de Ben Mohammed était un grand centre de la céramique à l'époque médiévale. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons de la céramique avec des motifs différents, géométriques, des figurations anthropomorphes, donc humaines, chose qui était très rare à l'époque. Nous avons ici, comme vous pouvez voir dans ce tesson, une calligraphie, mais ce qui a été ordonné, Mimma Amara bihi, ce qui certifie l'existence d'un atelier royal à la Qala de Ben Mohammed. C'est de la céramique avec un reflet métallique, chose qui est très rare en Afrique du Nord. Au courant du XIIe siècle, la puissance de la ville commença à décliner et finit par être pillée et détruite. Les rares vestiges qui résistent aujourd'hui à l'assaut du temps témoignent qu'un jour, et dans ce même lieu, a régné une civilisation qui a pu influencer toute l'Afrique du Nord. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie. Et à demain.